nous allons étudier la masse salariale. Et pour étudier la masse salariale, je vous propose 2 cours. Aujourd'hui, l'étude de la variation de la masse salariale, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre pourquoi et comment la masse salariale a pu varier sur 2 périodes consécutives. Et dans un autre cours, nous ferons, cette fois-ci, nous l'aborderons d'une autre façon, mais, pour prévoir cette fois-ci la masse salariale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, pour l'étude de la variation de la masse salariale, donc on va d'abord expliquer les différentes approches. Ensuite, quels sont les éléments du coût du personnel à prendre en compte. Et puis, toute la méthodologie, bien sûr, pour l'étude de la variation de la masse salariale. Donc, comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs approches pour étudier la masse salariale, et en particulier 2. Donc, la première approche, c'est l'étude de la variation de la masse salariale. Alors, ça, c'est l'étude, on va dire, encore une fois, la plus classique. Pourquoi ? Parce que elle va permettre de mettre en évidence, les écarts suivants: un écart sur taux nominal des salaires, un écart sur ancienneté ou de Noria, on appelle ça également un écart de Noria, un écart sur structure ou sur composition de catégorie, et un écart sur effectif. D'accord ? Donc je répète, cette approche classique pour étudier la variation de la masse salariale va faire apparaître un écart sur taux nominal, un écart sur ancienneté, un écart sur structure, un écart sur effectif. Et par ailleurs, on va pouvoir, à partir de ces écarts, mettre en évidence ce qu'on appelle des effets. Et donc, on va, quand on connaît l'un, vous allez voir, c'est assez facile de passer des écarts aux effets. Donc, on va avoir un effet de taux nominal, un effet d'ancienneté ou de Noria, un effet de structure ou de composition de catégorie, et un effet d'effectif, plus un effet qui tombe régulièrement dans le cadre des examens, ce qu'on appelle un effet GVT, c'est-à-dire glissement, vieillesse et technicité. Ça, c'est la première approche, la plus classique. C'est donc celle que nous allons voir aujourd'hui. Deuxième approche, cette fois-ci, on va travailler sur la prévision, et on travaillera sur la prévision de la masse salariale. Et là, cette fois-ci, on mettra en évidence ce qu'on appelle un effet niveau, un effet masse et un effet report. Et par ailleurs, la prévision, mais là, j'allais dire, c'est presque plus logique, la prévision de la masse salariale tiendra compte également, évidemment, des arrivées, par exemple, des nouveaux salariés et des départs d'anciens salariés, puisque vous comprenez que pour prévoir la masse salariale de la période de l'année d'après, il peut y avoir des départs d'anciens salariés, d'arrivées de nouveaux. Alors, vous imaginez la complexité, il va falloir faire très attention, parce que les départs peuvent arriver à n'importe quel moment dans l'année, et pas forcément au même moment que les arrivées des nouveaux, première chose. Deuxième chose, ceux qui partent ne gagnaient pas forcément la même chose que ceux qui arrivent, d'accord ? Donc, il va falloir retravailler là-dessus. Donc ça, aujourd'hui, on va aborder uniquement la première approche. Quels sont les éléments du coût du personnel à prendre en compte ? Donc, d'abord, le taux de charge. Alors, évidemment, dans le cadre d'un examen, bien entendu, vous pensez bien que ça, on vous le précisera, bien entendu, hein, parce que sinon, en plus, comme ça change régulièrement, c'est pas le but du jeu, dans l'UE de contrôle de gestion, de vous ennuyer avec ça. Donc les charges de personnel à imputer au coût comprennent non seulement les salaires bruts, mais aussi les charges patronales sur salaire. Alors ça, je vous renvoie à mon cours de comptabilité générale. Je vous rappelle qu'il ne faut pas confondre les salaires bruts, les salaires nets et la masse salariale totale. La masse salariale, c'est bien entendu les salaires bruts, c'est-à-dire salaire net plus charges sociales salariales, et ensuite plus les charges patronales. Donc les salaires imputés au coût doivent être majorés par l'application d'un taux de charge pour obtenir le coût du personnel. Autrement dit, le coût du personnel ou la masse salariale, c'est les salaires bruts multipliés par 1 plus le taux de charge, entendez, 1 plus le taux de charge patronale, bien entendu. L'évaluation des charges sur salaire. Alors là aussi, il ne s'agit pas de se substituer à un cours de droit social au sens strict. On va rappeler quelques évidences tout de même. Donc, le contenu minimal classique des charges sur salaire se limite à quoi ? Aux charges à caractère social, d'accord ? C'est-à-dire, par exemple, en comptabilité, donc à partir de la balance, le 645, les charges de sécurité sociale, ce qu'on appelle le 647, autres charges sociales, et éventuellement 648, autres charges de personnel. Ça, c'est ce qu'on appelle en comptabilité les charges à caractère social. Je parle bien des charges sur
salaire, hein, on est bien d'accord. Et puis vous avez aussi, rappelez-vous, les charges à caractère fiscal, par exemple, le compte 631, impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération, administration des impôts, le 633, impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération, mais cette fois-ci, autre organisme. Vous vous souvenez de la différence entre le 631 et le 633? C'est pour certaines catégories de charges où l'employeur a le choix entre verser à un organisme habilité par l'État à recevoir ces taxes, et si l'entreprise ne veut pas l'attribuer à un organisme spécialisé, par exemple à une université qui peut recevoir de la taxe d'apprentissage, par exemple, d'accord. Si l'entreprise ne choisit pas cette possibilité, autrement dit, ne justifie pas auprès des services des impôts qu'elle a versé avec grâce, et c'est justifié par un quitus qu'aurait donné, par exemple, l'université ou une école de commerce, enfin peu importe, eh bien dans ce cas-là, les impôts disent « Ah, vous voulez pas le verser à quelqu'un ? Eh bien nous, on va se servir directement. C'est à nous que vous allez, au service des impôts, que vous allez payer. » D'accord ? Alors, bien sûr que dans une acception plus large, les charges sur salaire comprennent d'autres charges, alors qui sont dispersées dans les comptes de la classe 6 ou dans les comptes d'actifs, bien sûr. Et ça, vous avez par exemple, alors ça c'est beaucoup plus difficile, et vous le savez puisque on a quand même fait depuis des semaines et des semaines des analyses de coûts, mais le coût des avantages en nature éventuellement alloués aux salariés, les dépenses de formation imputables à la contribution de la participation à la formation professionnelle continue, les honoraires des formateurs, des achats de matériel pédagogique éventuellement, les dépenses d'aide au logement imputables sur la contribution de la participation à l'effort de construction. Donc ces dépenses comprennent évidemment les éventuels prêts aux salariés, les investissements directs dans la construction, la part de la taxe professionnelle pour ce qui existe encore, parce que vous pouvez encore avoir des choses qui restent, d'accord, on ne sait jamais, notamment dans le cas d'un examen, la part de la taxe professionnelle assise sur les salaires, le coût administratif de la gestion du personnel et évidemment la participation des salariés aux résultats. Alors ne vous inquiétez pas, dans le cadre, on va dire, d'un examen, ça, forcément, ça vous sera précisé. C'est pas le but de vous embêter avec ça. Par exemple, c'est pas le but de vous embêter à calculer la participation des salariés. C'est pas l'objet ici, d'accord. Alors, entre parenthèses, ce n'est pas une obligation d'intégrer tous ces éléments-là. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Voilà, parce que quelquefois, le mieux c'est l'ennemi du bien. Ok, si il vous faut, ça vous coûte énormément de temps, d'argent pour avoir ces informations, alors que de toute façon, ne nous racontons pas d'histoire, c'est forcément minime par rapport à l'ensemble des autres charges que sont les salaires en tant que tels et les charges sociales patronales, par exemple. On est bien d'accord, hein, c'est vraiment voilà. Mais maintenant, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on va faire ça dans une entreprise où il y a 30, 40, 50, 100 salariés ou dans une entreprise où il y en a 10 000, 20 000, 30 000? Évidemment, les masses sont tout à fait différentes. Alors, quels sont maintenant les éléments non salariaux du coût du personnel? Alors, vous pouvez avoir, outre les salaires, un certain nombre de charges. Par exemple, vous vous souvenez, les charges de personnel extérieur. On peut l'inclure, évidemment, dans le coût du personnel et évidemment dans le même esprit la part de la sous-traitance des 604, 605, 611 qui correspondrait à des parts de main-d'œuvre. Alors je vous fais une remarque importante ici parce que dans les énoncés, souvent, j'ai remarqué depuis longtemps, que les calculs se font souvent à partir des salaires bruts. D'accord ? C'est-à-dire que le taux moyen des charges sociales patronales ne sont pas fournis. Dont acte, ne m'inventez pas, hein, je veux dire, on peut le regretter, d'accord, parce que ce serait tout simple, il suffirait qu'on vous dise, en annexe, le taux des charges sociales patronales est en moyenne de 48%, par exemple. Et puis, évidemment, c'est pas une difficulté. Mais j'ai remarqué que souvent, on ne vous parle pas, on ne vous donne pas le pourcentage des charges sociales patronales. Donc, tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, vous le ferez avec les éléments que vous donnera l'énoncé. S'il y a les charges sociales patronales ou la possibilité de les intégrer parce qu'on vous donne un taux, vous l'intégrez. Sinon, vous le faites sans. Je veux dire, la philosophie, elle change pas. La façon de calculer les écarts, etc., les explications, les effets, plus et en termes de prévision, au niveau technique, ça changera pas, bien entendu. D'accord ?
Alors nous allons voir maintenant rentrer, ce que j'appelle, vous me connaissez dans le dur, la méthodologie pour l'étude de la variation de la masse salariale.